Cette année encore, la rentrée universitaire s'est faite sous le signe de la précarité. Après avoir déduit le loyer et les charges, les 3/4 des étudiants disposent de moins de 100 € de reste à vivre par mois, soit moins de 3,33 € par jour pour se nourrir, se soigner, s'habiller et se cultiver. 20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. Nous avons été à la rencontre d'étudiants sur Bordeaux pour comprendre les difficultés qu'ils rencontraient dans leur quotidien. Du coup, on a le salon et la cuisine. Parce qu'il y a la chambre de mon coloc ici. Et du coup, ça, c'est ma chambre. Et après, ici, on a la salle de bain avec les toilettes. Voilà. Trouver un logement sur Bordeaux, c'est compliqué. Après, moi, je cherche plus en colocation, donc c'est moins compliqué, mais ça reste hyper dur d'avoir un dossier qui passe correctement auprès des agences. Et là, j'ai changé de colocation l'année dernière. On a mis 6 mois à trouver un logement, mais ça a été très très compliqué. Et les logements, ça reste pour le prix qu'on paye, c'est clairement abusé. En fait, c'est surtout ça le problème, c'est qu'il y a tellement de demandes pour peu d'offres que du coup, ils prennent ceux qui ont les meilleurs revenus. Et bon, bah, c'est selon tes parents, quoi, finalement. Faut prouver qu'en fait, on peut payer le loyer. Faut prouver qu'on a des garants. Tu veux quoi? Faut que je me corde des pâtes. Maintenant, ça va parce que j'ai les bourses et que je suis échelon assez haut. Et j'ai les APL aussi. En tout, j'ai à peu près, je crois que je dois avoir 600 € tout mélangé. Du coup, j'arrive à payer mon loyer et un peu mes autres factures, etc. et manger. Je m'en sors, on va dire. Mais je sais que quand je suis arrivée à Bordeaux, j'étais pas à la fac, du coup, j'avais pas le droit aux bourses. Et donc, j'avais rien, littéralement. Et j'ai galéré à trouver du travail, je faisais que de l'intérim. Heureusement, j'avais mes parents qui pouvaient m'aider. Mais enfin, mes parents ne pouvaient pas me donner 600 € par mois, quoi. Donc, je payais le loyer. Puis voilà, c'était tout. Du coup, c'était très très compliqué. Et en soi, ouais, la plus grosse charge financière, ça reste le loyer, quoi. Une fois que j'ai tout payé, on va dire, il me reste 100 € pour vivre. Donc pour manger et si j'ai envie de sortir ou si j'ai des dépenses de santé ou autres à faire. Mais c'est quand même un peu galère niveau nourriture, même si je veux acheter des trucs en plus de payer le loyer, etc. En vrai, ça reste quand même compliqué. On a senti les 100 € de facture cet hiver à cause du chauffage qu'on n'a pratiquement pas mis, mais je pense qu'on aurait mis le chauffage pour, disons, ne pas avoir froid de l'hiver. On aurait payé si cher. Enfin, je pense qu'on n'aurait pas pu payer en fait, enfin, extrêmement cher. Parce que juste 100 € pour, je crois que c'était pour 3 mois pour l'hiver, alors qu'on chauffait vraiment très très peu ici. Enfin, des fois on était à 13 et au bout on s'est dit on va mettre le chauffage parce que là il fait froid. Mais ouais, en fait c'est critique parce que du coup rien que ça, en fait on se dit on peut pas chauffer correctement l'hiver. On est obligé de vivre à 13, on a froid, c'est terrible. Et tout ça parce que en fait ça coûte trop cher. C'est notamment le coût de la vie qui est clairement plus la même. Un petit peu de fromage quand même. Être dans la galère, ça te permet aussi d'être plus débrouillard, de prendre en maturité, d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Du coup, j'ai choisi de travailler en intérim pour avoir ce plus qui fait que je suis bien. Mais c'est fatigant parce que des fois, on est sur des périodes d'examen ou des périodes où on a des gros rendus à faire, des choses comme ça. Et du coup, en plus, je dois travailler le soir. Je finis à 22h, le temps de rentrer chez moi. Après, il faut que je travaille mes cours. Donc, généralement, je me couche tard. Et après, il faut que je me relève le lendemain pour aller en cours. C'est hyper impactant. C'est hyper prenant mentalement. Pas de là à vouloir arrêter les études. Mais après, c'est plus du moins l'envie de travailler les cours parce que trop fatigué. Ou en fait, les problèmes financiers qui parasitent dans la tête, etc. Typiquement, le mois prochain, il n'y a pas les bourses pendant l'été. Donc ça veut dire que là, j'ai réussi toute l'année à mettre de l'argent de côté. Mais en fait, j'en ai pas assez pour pouvoir vivre les juillet-août hors bourse. Du coup, faut que je travaille. En vrai, trouver un travail, c'est hyper compliqué. Enfin, j'ai beau postuler partout, y a rien. Plus t'es pauvre, plus tu galères, plus tu dois taffer dur.
J'y étais pendant la période où j'avais pas les bourses. Et vraiment, ça m'a tellement aidée parce que pour le coup, j'avais absolument pas d'argent pour me nourrir. Donc en fait, c'était trop bien. En fait, les trois quarts des étudiants, on en a besoin. Donc en fait, on est tous dans la même galère. S'il y a autant de queues à chaque fois, c'est parce qu'il y a un vrai besoin. Et donc il n'y a pas vraiment ce truc de malaise qui pourrait y avoir. Enfin, puis après, en soi, j'en ai besoin, j'y vais, basta. Mais ouais, en vrai, c'est trop utile. Parce que ça m'économise tellement d'argent par mois, quoi. Donc en fait, non, je trouve pas ça stigmatisant. Un panier, une fois par semaine. Et en vrai, on a pas mal de fruits, légumes, féculents. On a des dons de grossistes. On a aussi des supermarchés. Là, on va faire des récupérations auprès de, normalement, je crois, une boulangerie. On lutte contre le gaspillage alimentaire en récupérant des denrées, donc des invendus alimentaires auprès de commerçants, supermarchés, commerces de proximité, des boulangeries, etc. C'est comme un mini-marché, on va dire. Les denrées sont disposées sur des tables, il y a les bénévoles qui sont là pour les distribuer et le bénéficiaire constitue son propre panier. Donc il a le droit de dire oui ou non par rapport aux denrées qu'on lui propose. Nos distributions sont composées de fruits, de légumes, de produits secs tels que des produits d'épicerie, des féculents. On a aussi des produits frais, des produits laitiers, des produits d'hygiène. On a environ 500 étudiants qui sont inscrits à chaque distribution. Quand je vois le nombre d'étudiants qui attendent, je suis quand même choquée, je me dis c'est quand même beaucoup. On a des étudiants qui sont dans le public, dans le privé, des boursiers, des non-boursiers, des alternants ou des non-alternants, des étudiants qui sont étrangers ou en échange. On a vraiment plein d'étudiants différents, donc on n'a pas un profil type. On fait à peu près tous le même constat qu'il y a de plus en plus d'étudiants précaires. C'est vraiment beaucoup de la précarité alimentaire. Chez Linky, on essaie de faire des distributions qui sont le moins stigmatisantes possible. L'aide alimentaire n'est pas vraiment un tabou, c'est pas une honte. Quand on franchit le pas, on n'a pas l'impression d'être un étudiant qui demande de l'aide. On a l'impression d'être un étudiant qui va venir voir d'autres étudiants et au passage, on repart avec un panier plein. Au vu de l'inflation, je comprends pourquoi il y a de plus en plus d'étudiants qui viennent. On voit que même si les étudiants travaillent, ils ont quand même besoin d'une aide alimentaire. De 2023 à 2025, on est passé du simple au double. Là, il n'y a personne. Là. Enfin, là, je vais mettre peut-être une demi-heure pour faire le tour, alors qu'habituellement, je mets facilement 1 heure, voire peut-être même plus. On va dire 1 heure, 1 heure et demie. Je suis en master en sciences cognitives. En venant ici, ça me permet de manger jusqu'à plus de la moitié de la semaine, sans dépenser quoi que ce soit. J'ai les APL. J'ai le RSA et j'essaye de combler les fins de mois avec ça, avec ce petit travail qui me permet de travailler à temps choisi et surtout de me laisser du temps pour pouvoir étudier mes études aussi. Parce qu'il y a des fois c'est le rush, il y a pas, j'ai pas le temps d'aller travailler à côté. En tant qu'étudiant, oui, c'est de plus en plus compliqué en tout cas de subvenir à ses besoins. Je suis pas le seul et j'espère que c'est pas comme ça partout. C'est clairement un truc de masse et je pense que ça ira pas du tout en s'améliorant au vu du gouvernement. À l'heure actuelle, on est juste tous dans la galère. Plus de la moitié des étudiants ont moins de 50 € de reste à vivre par mois. 4 étudiants sur 10 vont jusqu'à supprimer des repas. Un étudiant sur 3 se procure des denrées auprès d'associations ou de banques alimentaires. Le comptoir d'Aliénor. Donc c'est une épicerie solidaire et sociale pour tous les étudiants de l'Académie de Bordeaux. C'est-à-dire que tous les étudiants de la ville peuvent se rendre sur le campus de Talence et bénéficier des produits du comptoir d'Aliénor. Pour devenir bénéficiaire, il faut remplir un formulaire en ligne. Une personne qui aura eu 7 € à peu près de reste à vivre journalier, elle aura le droit à 14 € à peu près dans l'épicerie pour le mois, sachant que de bonnes grosses courses avec des féculents, des condiments, des fruits et légumes bio, ça revient à 2-3 €. Nous, on remarque une augmentation de demande. Le coût de la vie a augmenté et on est obligé de faire passer des priorités, comme par exemple le loyer. On constate que les étudiants ont besoin de plus d'aide d'un point de vue alimentaire. On est toutes les deux boursières. On est toutes les deux en logement de Crous aussi. C'est vrai qu'une fois qu'on a payé le loyer, il ne nous reste pas beaucoup pour manger. Donc on vient à l'épicerie, comme ça on fait plein d'économies. Des carottes, des patates douces, des crèmes Mont-Blanc. J'ai pris du lait, des boîtes, d'une petite vaisselle.
la sauce tomate, des petits pots au sirop. Là, je pense que je vais en avoir pour environ 2 euros, au pire 3 euros, mais franchement, je pense même pas atteindre les 3 euros. Tiens, 2 euros. Merci. Moi, j'ai pris pas mal de fruits, donc j'ai des pommes, j'ai quelques carottes. J'ai pris ce qui est pâte, des bouillons cubes, quelques boîtes, du liquide vaisselle, de la sauce tomate. Et pareil, je pense que je vais en avoir pour 2,50 €, 3 euros. 1,45 €. Ah oui, oui, c'est très avantageux. Bah, là, il y a des crèmes Mont Blanc, j'en aurais jamais acheté de moi-même dans un magasin parce que bah, ça coûte cher. Dans mon école d'infirmière, on est tous dans la même galère, entre guillemets, avec nos stages qui sont très peu rémunérés et qui nous prennent du temps et l'énergie. Pour continuer à avoir une bonne alimentation, c'est compliqué de ne pas travailler à côté, personnellement. Moi, sans travailler à côté, sans la restauration, par exemple, je ne pourrais pas vraiment m'en sortir, non. Personnellement, moi, c'est le coup de la rentrée. Moi, je sais que septembre, octobre, novembre, encore un peu compliqué, où je sais que je vais devoir travailler l'été pour subvenir à mes besoins dès la rentrée. On ne se rend pas compte de toutes les charges qu'il y a, de toutes les dépenses. Moi, dans mes études, je suis obligée de payer pour mes stages, pour mes tenues, etc. Donc, c'est vraiment des dépenses au quotidien pour mes études. Notre génération, on a un peu l'habitude de dépenser pour nos études, ce qui ne devrait pas vraiment être le cas. Enfin, du moins, pas autant dépenser pour nos études. La moitié des jeunes reçoit une aide de leurs parents pour leurs études. Pour les autres, ils les financent grâce à des emplois à temps partiel ou à des prêts étudiants. 40% des étudiants de l'enseignement supérieur travaillent parallèlement à leurs études. Actuellement, je suis en deuxième année de licence d'histoire. Je suis passé d'abord par une année et demie en prépa, Hippocagne, puis une moitié d'année de Cagne qui m'a déçu pour plusieurs raisons et qui m'a poussé à décider de partir à la fac en milieu d'année en histoire. Aujourd'hui, on va traverser l'époque romantique et vous allez voir le basculement de la perception du Moyen-Âge qui se joue à partir du début du 19e siècle. J'ai pas eu de soucis pour avoir mes bourses. Quand je suis arrivé à Bordeaux pour les études sup, je les ai eues. J'ai eu mon logement Crous. Malheureusement, sur cette année-là, j'ai eu des problèmes encore de santé, problèmes aussi personnels, des problèmes d'angoisse chronique, pas mal liés à la scolarité justement. Et donc ça m'a fait louper des devoirs et donc mes bourses ont été enlevées. Heureusement, donc j'avais un boulot et j'ai toujours un boulot qui me permet de vivre. Si j'avais pas eu de travail, je n'aurais eu presque aucun revenu. Pour les études, c'est plus qu'une difficulté de devoir travailler à côté. Entre le travail à faire chez soi, qui est hyper conséquent, et bien sûr les heures de cours en présentiel qui s'élèvent à 30-31 heures, c'est impossible en prépa de travailler à côté. Donc il y a un quota d'élèves boursiers qui doivent être pris en classe préparatoire, dont je faisais partie. Et cette bourse nous permet de survivre à ça. Mais quelqu'un qui n'est pas boursier et qui n'a pas l'argent pour, ne peut pas venir en prépa et se dire je vais travailler à côté pour survivre. C'est impossible. C'est impossible. Et à la fac, l'inégalité se fait, je pense, encore plus ressentir parce qu'en prépa, la plupart des gens le pouvaient. C'est du bourdu dans le texte, évidemment. La plupart des gens qui étaient en prépa et qui n'étaient pas boursiers étaient des gens qui avaient une aisance financière. C'était un vrai melting pot de gens qui étaient dans des bonnes situations. À la fac, beaucoup d'étudiants sont dans des situations plus précaires. Doivent travailler à côté et de fait doivent sacrifier par exemple certains cours. Doivent travailler en rentrant du travail chez eux le soir, rattraper les cours, travailler leurs devoirs à rendre. Et c'est une pression qui est beaucoup plus importante. Et c'est un manque, forcément quelqu'un qui rentre de 8 heures de travail, qui doit travailler encore 4 heures sur ses cours, va moins bien travailler, va avoir plus de mal, va avoir moins de sommeil peut-être. C'est beaucoup de conséquences qu'on voit moins, mais par contre quand on le vit, on le ressent. Et perso, c'est ce que je vis et c'est pas simple de suivre les cours, de suivre son année de licence en parallèle du travail. Alors là, il y a une vraie inégalité.
On est beaucoup trop, je pense, à subir. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont, c'est connu, qui sont dans des situations de précarité, et les études le montrent, et ça, c'est pas normal. Plus qu'un malaise, oui, ça crée parfois une angoisse. Sur les fins de mois, ça peut créer une angoisse financière. Quand on entend les autres nous dire « Ah ouais, bah là on est le 19, ah ouais, bah j'ai plus grand-chose », bah ça devient... On sent la criticité de la situation. Je vois les files pour les collectes, les files d'étudiants qui sont vraiment impressionnantes. Et c'est effarant de voir autant de gens qui peuvent pas payer en fait à manger, qui doivent récupérer, récolter. Bref, ce genre de truc, je pense que ça pèse beaucoup. Si on commence dans nos études et donc dans notre vie d'adulte, dans des difficultés pareilles, ça ne nous permet pas, je pense, de nous développer en tant qu'adulte comme il faut. Et après d'être efficace, que ce soit dans nos études, puis dans notre travail. Les étudiants sont aussi confrontés à une forte crise du logement. Dans les grandes métropoles, le coût des loyers est exorbitant. Cette situation oblige de nombreux jeunes à trouver des solutions de secours. Certains dorment chez des amis et 4% des étudiants dorment dans leur voiture. Faute d'hébergement, près de 12% des jeunes affirment avoir dû renoncer à leurs études. En France, on compte 710 000 boursiers, mais le Crous ne dispose que de 175 000 places dans ses résidences, ce qui représente seulement 6% de la population étudiante totale. Je suis arrivé de Tahiti et j'ai commencé STAPS. Je suis en première année de STAPS, du coup, des études de sport. Je suis boursier, je suis logé au Crous. Je paye 300 € par mois, donc c'est quand même raisonnable pour un étudiant. C'est vrai que les logements au Crous, c'est beaucoup demandé et tout le monde n'en a pas. Je pense que le logement, c'était ma plus grande crainte quand je suis arrivé. Parce que moi, les photos, je les voyais toutes petites. Je me dis, je vais me sentir tout serré. Pour vivre, il faut un minimum d'espace. On est tous comme ça, je pense, avoir un peu de quoi mettre ses affaires. Quand je suis arrivé, que j'ai ouvert cette porte, j'ai fait, ok, ça va. C'est plus grand que ce que je pensais. Ouais, il est agréable. Je suis chez moi pour réviser, pour dormir, pour me laver, pour passer du bon temps aussi à regarder la télé, pour manger. J'ai mon coin cuisine, ma salle de bain à part, toilette à part de la salle de bain. Je suis content du logement. Vraiment, sincèrement, j'ai pas à me plaindre sur le logement. Pour le prix que je paye, j'ai quand même le confort. La fac, elle est juste en face, on voit le bâtiment. Vraiment, je suis bien placé. Le Crous, ils font en sorte que les étudiants ils se sentent bien. Je sais que le ménage dans les couloirs, il est fait tous les 2 jours. Tous les 2 jours, ça sent super bon, c'est propre. Le Crous, en tout cas, fait ce qu'il faut pour les étudiants. Juste en bas de chez moi, d'avoir laverie sèche-linge, c'est pratique. 3 € la machine et 1,50 € le sèche-linge. C'est un petit coût quand même, mais c'est moins cher que 4,50 € par exemple dans la laverie qui est à côté. J'avais 500 € par mois avec la bourse, donc moins 300 € le loyer, donc il me restait 200 €. Donc le premier mois, j'ai tapé dans les économies pour l'emménagement, pour le matériel pour les premiers sports. Quand on arrive en STAPS, faut acheter sur tous les sports. On a 8 sports. Il faut acheter le matériel pour les 8 sports, que ce soit le badminton, la raquette, l'athlétisme, les pointes. Voilà, donc ça commençait à faire un petit budget. STAPS, on s'en rend pas compte, mais c'est quand même des études qui coûtent un petit peu. C'est ça qui m'a poussé à travailler parce que du coup, les premiers mois, j'ai pris sur mes économies. Et dans la foulée, j'ai trouvé un travail, du coup, le fameux bar dansant. J'ai vraiment voulu retravailler, un, pour le confort et deux, remettre un peu de sous de côté, vu que j'avais utilisé mes sous de côté. Mais je pense que pour un étudiant non boursier, le travail, je pense qu'il est obligatoire. La moitié des jeunes reçoit une aide de leurs parents pour leurs études. Pour les autres, ils les financent grâce à des emplois à temps partiel ou à des prêts étudiants. 40% des étudiants de l'enseignement supérieur travaillent parallèlement à leurs études. Je repasse mes rattrapages la semaine prochaine. Du coup, faut se mettre à réviser.
Je travaillais dans un bar dansant, je finissais quand même à 2h, 3h tous les soirs. Ensuite, j'enchaînais sur mes sports à 8h du matin. Donc niveau sport, ça allait, mais c'était plus niveau révision, parce qu'après j'étais fatigué, donc je me reposais, je révisais pas forcément. Donc ouais, j'ai eu un impact, j'ai pas validé mon premier semestre, donc j'ai eu un rattrapage pour le premier semestre. Et ouais, je m'en suis rendu compte qu'en fait, j'allais pas pouvoir continuer, en tout cas dans le milieu dans lequel je travaille. De finir à 3h, ça a quand même un impact sur la vie du quotidien, la fatigue, elle s'accumule petit à petit. Je faisais beaucoup de courses à pied sur Tahiti, des 5 km, 10 km. Rentrer, travailler comme je l'ai fait, ça a eu un gros impact là-dessus parce qu'en fait, avant, je passais de 5 entraînements par semaine à je m'entraîne plus. Ouais, j'ai complètement arrêté les entraînements pendant un long moment et ça se voit rapidement. Mes premières courses en septembre avec tout, vraiment tout. Produits vaisselle, film alimentaire, céréales, lait, nourriture, conserves. Vraiment, j'avais fait un plein, mais j'en avais eu pour 150 € en faisant attention au prix. Et là, il y a pour 2 semaines pour manger. J'en ai eu pour 185 €, ça m'a tenu 2 semaines. J'étais là, j'étais waouh! Du coup, maintenant, je fais vraiment attention à. Je regarde, bon, lequel est le moins cher, lequel est. Parce que j'ai beau travailler, la viande, le poulet, c'est ce qui coûte le plus cher. Moi, je me prends souvent du poulet, c'est directement 10 € la barquette. Celui-là, waouh! Moi, ça, je l'ai là. Alors, imagine un étudiant qui compte ses petites pièces. Vu que je travaille, je peux me permettre. Je sais pas si je pourrais me permettre autant si je travaillais pas. Non, mais c'est l'impact. Mais non. Non, mais là, c'est bon. C'est bon. Mais il est sérieux, quoi, lui. C'est des repas à 1 €. Alors, j'y mange pas tout le temps, mais j'y mange le plus souvent possible parce qu'on va pas se mentir, 1 € le repas, c'est quand même intéressant. Merci, bonne journée. Je trouve que c'est assez équilibré. T'as un dessert ou un fruit, puis une entrée et un plat. Généralement, il y a de la viande, viande et glucides, donc c'est parfait. Les étudiants payent soit 3,30 € quand ils ne sont pas boursiers, 1 € quand ils sont boursiers, également 1 € quand ils sont reconnus comme étudiants précaires. Et un repas nous coûte environ 8 €. Donc le Crous offre une restauration sociale et qui est financée par l'État, puisque c'est un service public. Se nourrir pour 1 € ou 3,30 € une fois ou deux par jour, parce qu'on est également ouvert le soir. Je pense que ça a quand même un impact très positif sur le budget d'un étudiant. S'il mange 20 fois dans le mois, ça lui fait 60 et quelques euros, ou 20 € s'il est boursier. Ça reste une offre qui leur permet de vraiment bien maîtriser leur budget, je pense. Sur ce restaurant, il y a 22 personnes qui travaillent, des cuisiniers, des plongeurs, des serveurs, des caissiers. Une équipe qui sert environ 1000 repas par jour. Et on fait on fait presque 20 000 repas sur le campus par jour. Il y a 127 000 étudiants sur l'académie de Bordeaux, dont 34 000 boursiers. On est à peu près à 50% de repas à 1 € sur la globalité des repas que l'on sert. L'alimentation, c'est vraiment primordial pour un étudiant. Il faut qu'il se sente bien dans son corps et qu'il soit nourri correctement. Enfin, le cerveau a besoin aussi de nutriments de qualité. Donc je pense que le Crous participe à la réussite étudiante grandement. Poulet, pommes de terre, haricots verts. C'est cool parce qu'à chaque fois il y a des protéines. Et c'est vrai que la viande c'est un peu cher, donc nous moi personnellement je vais au restaurant universitaire pour manger plus de viande. Donc ouais, c'est assez complet. Moi je suis boursière donc c'est 1 €. Et quand on n'est pas boursière, c'est 3,30 €. Mais on a une entrée, un plat et un dessert, donc c'est quand même avantageux. C'est vrai qu'on ne mange jamais à manger dehors, mais. En plus, on a un super repas. Ouais, aujourd'hui, il y a une entrée fraîche. Légumes féculents, viande. Ouais. Les quantités sont bonnes. Rien à redire. La vie est belle. Il fait beau. On a une variété d'offres qui permet à l'étudiant de trouver son repas équilibré, avec entrée, plat, dessert et un pain d'accompagnement, des crudités, des entrées chaudes. Et en plat, nous avons donc de la viande, du poisson ou du végétarien.
Et en dessert, des laitages ou des fruits. Nous nous efforçons de servir de plus en plus de repas bio. Nous avons toutes nos pommes qui sont bio, par exemple. Le pain également est bio sur Bordeaux. On a des carottes aussi en entrée qui sont bio. Ce sont des produits qu'on essaye de développer au maximum. Tout ce qui est fruits et légumes, ce sont des marchés locaux. On essaye au maximum de limiter le recours à l'agroalimentaire. Donc c'est effectivement des produits de qualité. Il y a beaucoup de produits faits maison au Crous. On a bien sûr des contraintes budgétaires fortes. On essaye de rester environ à 2 euros de coût denrée pour un plateau complet, donc entrée, plat, dessert et pain d'accompagnement. Notre objectif, c'est de rester dans les 2 euros. Et le coût du repas complet, c'est 8 euros. Donc pour arriver à 8 euros, il faut ajouter la main-d'œuvre, les frais de structure, le gaz, l'électricité, qui sont très fluctuants. On a quand même vécu des périodes d'inflation. La viande et le poisson deviennent de plus en plus chers. Tout ça fait qu'on a des contraintes financières assez fortes. Le Space Campus est aussi un lieu culturel avec salle de concert, salle d'exposition et une ressourcerie. Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous apporter quelques affaires. D'accord, super. J'ai la découverture, là aussi j'ai quelques affaires du lait. Ok. Eh ben, super, merci beaucoup. Parfait, voilà, je vous en prie. Au revoir. On est à la ressourcerie, qui est un lieu qui est animé par une association étudiante qui s'appelle Éturécup. L'objectif, c'est de récupérer, d'inviter les gens à venir donner des objets qui n'ont plus d'utilité chez eux. Tout le monde vient en fait déposer des objets qui peuvent encore servir, être utiles, éviter de jeter et puis surtout permettre à d'autres de s'en servir pour leur redonner une seconde vie et les remettre en circuit à petit prix via la boutique solidaire. Okay. Pour éviter les déchets et puis continuer à allonger la durée de vie de ces objets en ces temps de gaspillage. Very useful, so cheap, and also people are students are very responsible about it, so they're taking it, but also they're bringing it back. So there's this cycle, because I can find a lot of stuff cheaper, and also it's better to some students that doesn't have money and stuff. And I think it's also we are helping each other in some way. I think it's great feeling. Des vêtements, de la vaisselle, de l'électroménager, vélo. Rien que quand on prend tout ce qui va bien, à l'année on récupère 80 tonnes. Sur la fripe, on récupère environ 14-15 tonnes à l'année. Sur les 14-15 tonnes, on arrive à en remettre 6-7 tonnes en circuit. Sur les meubles, je crois qu'on est aux alentours d'une vingtaine, trentaine de tonnes. Et on remet l'essentiel en circuit. C'est juste énorme. Et il y a de la demande. Il y a énormément d'objets qui sont parfois en parfait état. On les récupère, on les valorise un peu, c'est-à-dire qu'on vérifie si tout fonctionne, un petit coup de nettoyage. C'est de la matière qui a été façonnée, travaillée. C'est encore utilisable, utilisons-le avant d'en racheter et certainement de la moins bonne qualité ou de faire venir de l'autre bout du monde. Et puis on propose en boutique à petit prix, voire à prix variable. On a beaucoup d'objets qui sont à prix libre. Les gens donnent ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Vous voulez mettre combien pour ça? Tu mets ce que tu veux. On reçoit en moyenne 70-80 personnes tous les jours à la boutique. Il y a un pic quand même au mois de septembre, forcément, on est sur la rentrée universitaire et là tout le monde a besoin de s'équiper et on communique là-dessus. Si vous venez d'arriver, courez pas dans les magasins, venez acheter tout ce que vous avez besoin chez nous. Ça vous évitera d'acheter cher et puis surtout vous pouvez même revenir à la fin de l'année nous le redéposer. Et donc là il y a vraiment ce côté très utilitaire, pratique. Je achète 3-4 assiettes, un petit électroménager, un grille-pain, une cafetière, un frigo, éventuellement un canapé, un lit. Quand je suis arrivée, il me semble que j'ai dû prendre une petite table. Voilà. Mais c'est un lieu où les étudiants, de manière générale, viennent se meubler ou faire des achats à plaisir avec des vêtements, des chaussures parfois, et du linge. Très pratique le linge de maison. Là où actuellement une tonne de déchets, ça coûte énormément à la société pour le recycler, nous avec une tonne, on génère presque 1 000 € et on crée des emplois fixes et non délocalisables.
Ils ont une sensibilité environnementale qui augmente quand même. Ah ouais, super, je vais acheter d'occasion. Ou la fripe, c'est quand même une grosse tendance qui augmente. On sent quand même la précarité de plus en plus importante. C'est quand même quelque chose de latent depuis de nombreuses années, mais ça fait que s'accentuer en fait. Depuis la période Covid, il y a de plus en plus de distribution alimentaire. On sent que c'est compliqué, vraiment, et ça compte le moindre euro. Les étudiants provenant de milieux populaires demeurent largement sous-représentés dans l'enseignement supérieur. Seuls 35% des jeunes issus des familles les plus modestes y accèdent, contre 90% de ceux appartenant aux milieux les plus favorisés. Dans les formations les plus prestigieuses, les enfants d'ouvriers ou de personnes au chômage ne représentent qu'environ 5% des inscrits. On n'est pas du tout dans une société égalitaire au niveau des études. Il y a deux choses, c'est que déjà, quand on n'a papa-maman derrière qui paye tout, on n'a pas du tout la charge mentale financière. Donc déjà, ça fait un énorme poids en moins. En plus de ça, généralement, les gens qui ont papa-maman, c'est les gens qui vont dans des grandes écoles où c'est sûr que ces personnes-là auront un travail à la sortie parce que, en fait, c'est du pistonnage, clairement. Et la fac, le problème, c'est que majoritairement, les gens qui viennent à la fac, c'est les gens qui n'ont pas énormément d'argent. Mais seulement à la fac, t'as pas forcément toutes les filières que tu peux avoir en école privée. Donc il y a des choses, si tu veux faire tel métier, il faut que tu ailles en école privée et donc il faut que tu payes. J'ai fait 2 ans en école privée et du coup j'ai dû faire un emprunt. Dès que t'as de l'argent, en fait t'as tout ce que tu veux, juste en claquant des doigts. Enfin littéralement, quand on prend les écoles de commerce, je crois que c'est 10 ou 15 000 euros l'année. C'est papa-maman qui paye le diplôme. Donc ouais, c'est hyper inégalitaire. Enfin, en fait, je trouve ça juste abusé de devoir payer pour étudier. Le droit international des droits humains stipule que l'enseignement supérieur doit être accessible à tous, en pleine égalité et sans discrimination. L'Université de Bordeaux offre des bâtiments, des bibliothèques et un enseignement de qualité. Si la France propose un enseignement supérieur globalement accessible et inclusif, la baisse notoire des budgets alloués à la recherche et à l'enseignement supérieur menace le bon fonctionnement des universités. Cette tendance est aggravée par la privatisation et la marchandisation croissante du secteur de l'éducation, érigeant des barrières supplémentaires à l'accès pour tous aux études supérieures. Mila, Mélia et Chabi sont en licence de cinéma à l'Université de Bordeaux. Ils ont obtenu des subventions pour pouvoir réaliser une fiction. Contrairement aux écoles privées, l'université publique manque cruellement de matériel pour pouvoir s'exercer à la réalisation. Plan 3, prise 3. Moteur demandé. Action. Du coup, vous avez fait quoi hier soir avec Romain? C'est pas grand-chose. Reset, c'est donc une série en huis clos qui se passe dans une soirée étudiante. Tous ces étudiants sont en licence d'art. 6 épisodes, 6 personnages principaux, 6 différents points de vue de la même soirée. Donc Reset parce qu'à chaque début d'épisode, on revient à zéro et on revoit la même soirée, mais du point de vue d'un autre personnage. Et du coup, ça aborde des thématiques qui sont bien présentes dans le monde étudiant et dans la jeunesse. Ça aborde la drogue, les VSS, la santé mentale, la précarité étudiante, le harcèlement, le cyberharcèlement. C'est vraiment bien comme ça se passe, comme si on vivait en riant, tout ça. C'était aussi la volonté de s'approprier ces problématiques et d'essayer de les raconter et de les montrer de notre manière aussi, essayer de présenter d'une manière un peu différente, un autre regard sur ces problématiques. On est des jeunes étudiants, d'avoir vraiment le point de vue de jeunes étudiants dans la création et dans comment sont représentées ce genre de problématiques. Annonce. 5, séquence 1. En fait, c'est tellement présent. On a tous un ou deux amis qui ont vraiment du mal à vivre, en fait, économiquement. Et puis ça va de, justement, pas pouvoir s'offrir un verre quand on veut, à pas pouvoir s'offrir de verre du tout, ou même quoi que ce soit d'autre que sa bouffe et son loyer, quoi.
Et encore, moi j'avais une amie qui devait faire un repas par jour parce qu'elle n'avait pas assez à manger en fait. Donc, assez d'argent, pardon, pour manger. C'est un truc qui est tellement récurrent. Action! On voulait faire ce projet aussi en essayant d'être le plus professionnel possible pour déjà que notre travail ait pas l'air, mais soit sérieux. Et aussi pour être formé au maximum, former un peu nous-mêmes et tout. Mais on a essayé on voulait que tout soit carré et juste que ça soit le mieux possible en fait. Et on s'est dit que c'était comme ça qu'on allait réussir à avoir le meilleur résultat possible. Tu vois, la caméra, elle est là. Mais de garder... J'ai beaucoup d'inquiétudes sur, ok, bon là je suis bien, je suis à l'aise, on va dire, je suis dans les études. Les études, c'est pas encore vraiment la vie. Tu te formes, t'apprends, tu réfléchis à l'avenir, mais t'es encore loin, entre guillemets. Mais plus je grandis et plus je vais mal parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire après? Je vais faire artiste. D'accord, mais artiste, faut que ça marche si tu veux gagner ta vie. Si ça marche pas, tu fais quoi? Et je commence à me dire, peut-être que je travaillerai dans des choses que j'aime mais qui m'apportent moins d'argent. Peut-être que je travaillerai dans l'associatif, dans la télé, dans ces choses-là. Mais de moins en moins, je me dis, je ferai... ce sera mon petit hobby, mais de moins en moins, je me dis, est-ce que je pourrais vraiment vivre de ça? T'es en train de phaser là? Non, mais je regarde ton... Quand il y a une crise économique, les premiers milieux qui prennent, c'est la culture et le social. Mais sauf que s'il n'y a pas d'argent, que la culture et le social disparaît, on disparaît aussi, notre métier disparaît. Donc comment on va vivre si notre métier est voué à disparaître? Il va falloir qu'on trouve autre chose, peut-être un métier qui ne nous plaît pas. L'entre-soi qu'il y a au niveau de la culture, que ce soit le cinéma, mais même à la télé, déjà il n'y a plus d'argent, mais en plus pour s'y faire une place, il faut soit avoir des relations, soit vraiment, ça va du bouche à oreille, il faut se faire le réseau. En partant de zéro quand on n'a pas de réseau et tout, se faire une place est extrêmement dur. Il y a de moins en moins d'argent, donc de moins en moins de chances de pouvoir s'y faire une place. Et ça rajoute une difficulté supplémentaire. Action! J'ai un pote à moi qui lui a fait un cursus d'école privée de cinéma. Quand on discutait de ce qu'on faisait dans nos différents cursus, la fac c'était très théorique, j'ai appris beaucoup de choses sur la culture et tout. Ça, à ce niveau-là, ça m'a énormément appris. Et pour le coup, mon pote, qui lui a pas mal touché à du matériel et tout, se retrouve maintenant à vraiment galérer à trouver du travail. Même, là, je crois qu'il voulait trouver ne serait-ce qu'un stage, et il galère aussi énormément. Du coup, pour moi, les écoles privées sont pas synonymes non plus de forcément réussite après. À la fois, ça donne un peu d'espoir à ceux qui sont dans le public tout n'est pas joué. Et de l'autre côté, ça pose des questions sur... les prix de ces écoles privées et sur qu'est-ce que ça apporte réellement. Je pense qu'on connaît au moins tous 40 personnes qui ont fait du design digital avec des écoles à 9 000, 10 000 euros l'année et qui n'ont pas de travail, quoi. Moi, ma coloc, elle a fait ça, elle a pas de taf. Et elle a 25 ans. Elle a fini ses études il y a 3 ans, quoi. À la fin de la formation, en effet, parfois, on se retrouve avec rien. On vit de plus en plus dans un monde qui est de plus en plus stressant. Donc tout ce qui va être troubles neurologiques du stress, d'attention, etc., ou de dépression, c'est vraiment quelque chose qui, j'ai l'impression, augmente beaucoup. Le monde dans lequel on évolue est d'une horreur, mais absolue, quoi. Quand on voit ce qui se passe à Gaza, en Ukraine, au Soudan, au Congo, il y a un écocide également qui est en train de se passer. Il y a un environnement qui est extrêmement stressant, que ce soit humainement, économiquement, écologiquement, socialement. Je pense que pour beaucoup de jeunes, il y a un sentiment d'impuissance qui est extrêmement violent aussi parce qu'on n'a aucun contrôle sur la situation, on ne sait pas ce qu'on peut faire et on a l'impression que même quand on fait tout ce qu'on peut, c'est pas assez. Ça donne une vision très pessimiste en fait. Et pour l'avenir, du coup, pareil. Quel avenir dans ce monde-là, quoi. Il y a des moments où je suis tétanisée, quoi. Aujourd'hui, 70% des étudiants se trouvent en situation de mal-être. Il y a énormément, il y a l'augmentation du taux de suicide des étudiants qui est énorme. Vraiment, tout est hyper triste en fait. Genre, tout est en train de s'effondrer pour les étudiants, alors qu'on est la génération future. On est dans quelques années, on va être au travail, quoi. T'as 20 ans. 20 ans, c'est beau, non? Pourtant, tu sais pas bien. La confiance à zéro. Tu bois des verres en trop pour te sentir un peu moins.
Tu flambes, tu fais la belle, tu fais comme si de rien. J'ai des moments où la société m'angoisse tellement que je deviens stressée. L'éco-anxiété, le fait de voir qu'il n'y a pas une seule bonne nouvelle qui arrive, tout est juste en train de s'effondrer et moi je suis là à essayer de faire des choses mais en vrai on sait pas quoi faire. Je sais juste pas comment va être mon avenir et j'ai l'impression que ça va être juste catastrophique. Donc ouais, comme les 3/4 des jeunes, en fait, on est juste en, en anxiété constante à cause de la société, quoi. Moi, je danse principalement pour faire sortir mes émotions, surtout quand j'ai beaucoup d'émotions de type colère ou tristesse. Le fait de danser, ça me permet d'évacuer. Tu sais que t'as le droit de te laisser. Quand je danse, je laisse juste mon corps faire ce qu'il veut. Pour moi, la danse, c'est vraiment un moyen de s'exprimer et de laisser son corps parler. Et je pense que c'est une manière de s'exprimer. Je pense que c'est les mouvements associés à la musique qui procurent des émotions et qui du coup font sortir mes émotions. Au début de la séance, les émotions sont pas forcément positives, mais elles peuvent l'être à la fin, quoi. C'est une salle qu'on peut louer gratuitement par le Crous quand on est étudiant à l'université. Franchement, je trouve que c'est vraiment une chance d'avoir ce genre de choses parce que ça permet de pouvoir faire ce qu'on a envie de manière gratuite. Et on sait très bien que quand on est à la fac, on n'a pas les moyens de louer une salle. Ça coûte extrêmement cher, donc c'est cool. On est au Space Campus, dans l'un de leurs studios, donc le bâtiment un peu principal du Crous, à côté du campus et de la fac, dans lequel il se trouvent différents studios, notamment de répétition, et dans lesquels on peut répéter pour pas cher, notamment pour les étudiants comme nous. C'est une belle salle, il y a le matériel qui est déjà fourni en partie, amplificateur, sono, micro, batterie, donc non, c'est vraiment un super endroit. Pour 30 € à l'année. Je suis dans un groupe qui s'appelle Bloomel, qui existe maintenant depuis bientôt 3 ans et qui a commencé grâce au Crous, qui proposait des rencontres entre musiciens qui ne se connaissaient pas forcément. Tout le monde venait d'arriver sur Bordeaux. Et puis voilà, donc le courant est passé directement, on a improvisé, ça a très bien marché et depuis on a tissé des liens forts. Depuis 1 an surtout, on fait de plus en plus de concerts, de représentations. On a un single qui vient de sortir. La musique, ça a toujours été ma bulle. Dans l'instant, c'est un moment de vide où je ne pense à rien d'autre que le son en fait. Donc c'est un vrai exutoire. Et dans ces moments-là, je pense que je me sens le plus heureux, vraiment. Le Crous, vraiment, sur l'action culturelle, a fait de gros efforts sur les dernières années. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir aux étudiants. Étalé dans le sofa, toujours là, traîner chez moi. Quand je suis arrivé sur Bordeaux, je connaissais personne, ni la ville. Ça m'a vraiment aidé, ça m'a soutenu dès le début en fait. Dans ce nouvel environnement gigantesque pour moi, qui vient de la campagne totale. Là, c'était un vrai support. Et ça, il faut leur donner vraiment crédit que sur l'action culturelle dans le coin, ils sont très efficaces. Et ils permettent vraiment de mettre en place des dispositifs pour les différentes formes d'art, notamment musicales. Pour des étudiants, c'est hyper important de sortir un petit peu le soir, de temps en temps. 1 fois par semaine, dans un petit bar, pas trop cher de préférence évidemment parce que c'est compliqué. Quand il nous reste 10 € ou 48 centimes, c'était mon cas jusqu'à hier, avant que ma mère m'aide un petit peu, pendant 1 semaine et demie, 2 semaines,
La plupart du temps, tu restes chez toi. Quand t'es pas au travail, bah, tu restes chez toi. Et puis ça pèse au fil des jours, tu t'isoles. Entre étudiants, enfin entre amis plutôt, bah, on se soutient beaucoup. Et je sais que par exemple, si j'avais pas mes amis avec moi, je pense que je tiendrais pas le coup depuis très longtemps. Je me mets à la place des étudiants qui ont très peu d'amis, ont très peu de vie sociale, ne peuvent pas sortir parce qu'ils n'ont pas l'argent, ne peuvent pas en profiter un petit peu. On reste la tête dans le guidon du travail et des études par exemple. Et si on n'est que dans ça, on ne peut pas vivre, on ne peut pas se développer non plus. Donc c'est un aspect quand même qui est important. Cette jeunesse est très consciente des défis auxquels l'humanité devra faire face. Au cœur de leurs préoccupations se trouve la crise climatique, la transition écologique, la lutte contre les discriminations, le racisme, les inégalités sociales et la précarité. Selon une étude, 90% des jeunes souhaitent que leur travail ait un impact positif sur la société. Pour eux, il est essentiel d'être heureux et de trouver du sens au travail, en se sentant utile. Moi, j'ai grandi à la campagne, donc j'ai toujours jardiné avec mes parents, on faisait les pommes de terre, les tomates, tout ça. Et après 2 ans à Bordeaux, en appart, j'avais vraiment envie de recommencer à jardiner. Et du coup, en arrivant en école d'agro, je me suis dit, chouette, il y aura forcément un club. Pour moi, c'est une grande joie, en fait, d'être dans la nature, de voir des animaux. Ici, on en a pas mal, en plus. Et c'est une vraie joie de cueillir les légumes et les fruits qu'on a plantés soi-même. C'est aussi pour la santé mentale, se retrouver avec soi-même, déconnecter des cours, des révisions. Je pense que le stress des examens peut parfois peser. Et donc revenir au potager, pour moi, c'est une déconnexion un peu de tout ça. Et c'est remettre les mains dans la terre. Il n'y a pas de stress, de notes, de quoi que ce soit. Et puis physiquement, prendre l'air, prendre du recul aussi, se dire que les examens, c'est pas tout. On apprend, il y a des graines qui n'ont pas germé, on ne sait pas pourquoi, mais on retestera l'année prochaine et on verra si ça fonctionne. En légumes, on a des rangées de tomates juste ici. Ensuite, derrière, on a des pommes de terre. On a des pruniers, on a des pommiers et un figuier aussi là-bas. Et on a les herbes aromatiques. En fait, le but, c'est vraiment de tester plein de choses. On est en école, donc c'était autant en profiter pour tester des choses. Alors ça, pour le coup, on se rend bien compte de les agriculteurs où ils font ça à des échelles extraordinaires. Et nous, on fait ça à notre toute petite échelle, tu vois. On a trois fraises qui sortent, on est content, et qui sont pour la plupart mangées par les oiseaux. Et on se rend compte de comment c'est compliqué de faire un truc qui est rentable en termes de production. Produire, évidemment, c'est un jardin potager, donc ça va évidemment faire partie du truc. Il y a des trucs qui poussent et c'est super, et c'est le but d'un jardin potager, mais il n'y a pas que ça. Ce jardin, ça permet de souffler, ça fait une démarcation par rapport à toute cette vie stressante que tu as à côté. C'est pas les mêmes échelles de temps. Tu fonctionnes sur une année, tu maîtrises pas tout, et c'est génial de pas tout maîtriser aujourd'hui. La production qui est liée à ce jardin, ça compte bien sûr, mais c'est pas, je pense, le plus important qu'on peut retirer ici. C'est aussi passer du temps à l'extérieur, apprendre des choses de la nature. Et je crois qu'on a un peu oublié ça en tant qu'humain, c'est qu'on dépend de la nature. Au lycée, j'avais souffert d'éco-anxiété, et je pense que j'étais pas la seule à se dire mince, il y a une crise, que faire? Au lycée, on n'avait pas de cours qui nous apprenaient comment gérer la crise. On avait beaucoup de cours qui en parlaient, qui disaient il y a une crise, c'est un problème, mais sans solution. Et donc ça, c'était très stressant. Pour moi, la seule solution pour me sentir bien, c'est de participer, d'essayer de changer les choses. Mais maintenant, je sais que dans mon cursus, dans mon parcours et dans mon métier, ça sera focalisé sur résoudre ces problèmes. Et quoi de mieux que commencer avec l'agriculture, la base de la société. Et donc, c'est pour ça que je m'y retrouve en agronomie. Ce que nous dit Dr Samuelson, c'est que c'est défavorable aux facteurs peu abondants. Je sais que je ne pourrais pas être banquier pour l'argent ou faire un métier que pour l'argent parce que je veux avoir du sens et je sais que c'est quelque chose qui me dérangerait si ce n'était pas un métier qui a du sens avec mes valeurs. Pour moi, c'est travailler contre donc, le changement climatique, pas pour le changement climatique. Travailler pour la justice environnementale et sociale, c'est respecter la biodiversité. C'est manger sain, c'est produire sain. C'est aussi pour ça que je vais partir en sciences politiques. Importation plus exportation, on divise par le PIB et on fait x100. Du coup, on regarde combien ça représente par rapport au PIB. J'aimerais bien aller m'installer
en maraîchage tout de suite, mais je sais que c'est pas quelque chose qui est très rentable en ce moment, et donc j'aimerais d'abord avoir une carrière, j'espère en sciences politiques, et ensuite potentiellement m'installer. Je suis de nature très anxieuse et surtout par rapport aux chiffres qu'on nous montre, qui sont assez terrifiants. Ça fait peur, ça fait très peur. Et avant, j'étais extrêmement inquiète de tout ça. Je me demandais comment on allait s'en sortir. Aujourd'hui, en agronomie, on n'est même plus au stade de comment on va faire pour ralentir tout ça. On est comment on va faire quand tout ça, ce sera là. Il va y avoir un réchauffement, un dérèglement climatique énorme et on va se le prendre en pleine tête. Il va falloir s'adapter à ça. Mais je suis plus anxieuse par rapport à ça parce que de toute façon, c'est là. On n'a plus le choix maintenant. Et la question n'est pas comment on va faire pour l'éviter, mais comment on va faire pour s'y adapter. Peut-être que l'humain y survivra, peut-être pas. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, la Terre s'en sortira assez bien sans nous. Bah, j'espère que ce sera avec nous, hein. Ça m'arrangerait personnellement. Ce sera comme ça, de toute façon, on va pas avoir le choix. Va devoir s'adapter pour survivre, ce que font toutes les espèces depuis des milliers d'années. Oui, j'ai besoin de faire un métier qui ait du sens. Parce que c'est ça qui me fait dire je suis à ma place là où je suis et je vais participer à ce monde. Je suis là et je vais y participer comme je peux.